Deux chiffres s'affrontent et la pression extérieure se durcit d'un coup. Des millions ont circulé pour acheter des loyautés. Pourtant, au Burkina Faso, la cohésion institutionnelle s'est resserrée au fil des derniers mois, au lieu de se fissurer, malgré des alertes, des arrestations et une menace décrite comme structurée, loin d'incidents isolés ou improvisés. Alors, que signifie pour vous cette résilience autour d'Ibrahim Traoré au Sahel quand l'influence devient patiente, méthodique et financée, et que chaque approche vise un point de rupture discret? Si ce retournement se confirme, le basculement régional ne sera pas annoncé, il sera constaté. Ce récit propose une lecture méthodique d'une crise souvent réduite à des slogans, en distinguant ce qui relève de la stabilisation proclamée et ce qui procède d'une ingérence dissimulée, patiente et cumulative. L'objectif est simple, fournir au lecteur une grille d'analyse claire en 10 à 12 minutes de lecture utile pour comprendre comment des pressions extérieures peuvent produire des effets inverses à ceux recherchés. À partir de faits documentés, l'analyse relie chiffres, séquences et choix institutionnels afin d'évaluer ce qui change réellement lorsque la menace devient mesurable. L'enjeu dépasse l'actualité immédiate, car il touche à la souveraineté, au contrôle des ressources naturelles et à la capacité d'un État à imposer ses règles sans s'isoler. En filigrane, il s'agit aussi d'examiner comment les récits concurrents façonnent la perception publique, parfois plus vite que les événements eux-mêmes. Ce cadre permet enfin d'anticiper des conséquences régionales possibles, bien au-delà des frontières burkinabées, sans céder ni à l'alarmisme ni à l'angélisme. Autrement dit, comprendre ici aide à lire ailleurs. Plus de 10 tentatives d'assassinat recensées en moins de 2 ans et plus de 50 officiers arrêtés. Placés côte à côte, ces chiffres constituent le premier mini-révélateur du dossier et indiquent une pression continue, structurée et méthodiquement financée autour du pouvoir burkinabé. Il signale que la menace n'a jamais été marginale ni improvisée, mais progressive, cumulative et pensée sur la durée, ce qui modifie radicalement la lecture des événements récents impliquant Ibrahim Traoré. Dès son arrivée au pouvoir en 2022, le Burkina Faso se trouvait déjà dans une zone de forte turbulence, combinant fragilité politique, pression sécuritaire et convoitise autour de ressources naturelles stratégiques. L'or, le manganèse et le phosphate ont renforcé l'attractivité du pays pour des acteurs extérieurs aux intérêts concurrents. Dans ce contexte, les premiers signaux apparaissent rapidement. Des officiers intermédiaires signalent des approches inhabituelles, parfois déguisées en partenariat ou en soutien logistique. Pris isolément, ces faits auraient pu passer pour des anomalies. Mis en séquence, ils dessinent un schéma cohérent d'infiltration. Le contexte régional amplifie cette dynamique. Dans l'ensemble du Sahel, les États fragilisés deviennent des terrains d'expérimentation pour des stratégies mêlant influence financière, relais militaire et narratif diplomatique. Un élément déclencheur confirme cette lecture en novembre 2024, lorsqu'un intermédiaire est arrêté avec 5 milliards de francs CFA destinés à acheter des défections militaires. Cette somme révèle l'existence de circuits financiers capables de soutenir une pression prolongée et transfrontalière. À ce stade, pour Ibrahim Traoré et son entourage, la crise cesse d'être perçue comme une instabilité passagère. Elle devient un affrontement autour de la souveraineté, de la maîtrise des ressources et du contrôle des règles du jeu politique. Comprendre ce basculement est essentiel pour saisir pourquoi chaque tentative avortée n'a pas affaibli le régime, mais renforcé sa cohésion interne. Pour comprendre comment la pression a été absorbée sur le terrain, il faut suivre des trajectoires individuelles devenues révélatrices, non pour héroïser, mais pour lire les effets immédiats de la crise. L'une d'elles concerne un capitaine déployé dans le nord du pays, approché à plusieurs reprises par des intermédiaires promettant un rééquilibrage du commandement. Son refus net, consigné puis signalé à la hiérarchie, enclenche une vérification interne ciblée. Ce geste, banal en apparence, transforme une intuition diffuse en alerte structurée et déclenche une série de recoupements. Un second cas, quelques semaines plus tard, confirme l'existence d'un schéma plus large. Un officier logistique rapporte une tentative d'échange. Soutien matériel contre accès à des informations stratégiques. L'enquête conjointe qui s'ensuit met au jour des connexions régionales et des circuits financiers déjà actifs. À ce stade, la crise quitte le registre des soupçons pour entrer dans celui des preuves opérationnelles avec des conséquences immédiates sur les procédures internes. Ces épisodes produisent des impacts rapides,
Dans l'armée, les mécanismes de remontée d'informations se resserrent, les postes sensibles sont observés de plus près et la vigilance devient une norme partagée. Dans l'appareil d'État, la perception change. La menace est désormais lue comme systémique et non circonstancielle. Autour d'Ibrahim Traoré, cette prise de conscience accélère la coordination entre sécurité, renseignement et diplomatie. L'effet le plus visible reste toutefois symbolique. Les refus individuels, rendus publics de manière contrôlée, envoient un signal clair. La loyauté n'est plus négociable. Des choix personnels redéfinissant ainsi l'équilibre collectif. Avant la vague de complots révélés, la pression pesant sur le pouvoir burkinabé était perçue comme diffuse, fragmentée et difficile à cerner. Les approches restaient indirectes, souvent enveloppées dans un langage de coopération ou d'assistance, et visaient à tester discrètement la solidité de la chaîne de commandement. Après les premiers signalements internes, une phase d'activation s'enclenche. Les autorités observent une multiplication d'initiatives ciblées, parfois espacées, parfois concentrées, cherchant à créer des points de rupture sans provoquer d'alerte immédiate. Des enveloppes circulent, des promesses de promotion accélérée sont suggérées, et certains contacts se présentent comme des partenaires extérieurs bienveillants. La bascule intervient lorsque plusieurs tentatives convergent dans un laps de temps réduit. Les services de sécurité identifient alors des relais communs, des méthodes répétées et une coordination qui dépasse largement les initiatives individuelles. À ce moment précis, la lecture change autour d'Ibrahim Traoré. Il ne s'agit plus de contenir des frictions internes ou des dissidences isolées, mais de prévenir une bascule organisée, pensée sur le moyen terme. La pression cesse d'être expérimentale et devient structurée, avec des ramifications transfrontalières clairement identifiables. Le point culminant survient en septembre 2024. Une tentative de coup d'État se déploie simultanément sur deux axes distincts. D'un côté, un groupe d'officiers cherche à prendre le contrôle d'un dépôt stratégique. De l'autre, un contingent réduit tente de s'approcher d'une zone sensible liée au pouvoir exécutif. L'opération repose sur la rapidité et l'effet de surprise, misant sur une désorganisation initiale. Pourtant, les forces loyales, alertées en amont par des signaux recoupés, réagissent en quelques minutes. Les affrontements restent limités, mais la séquence révèle l'ampleur du réseau impliqué. Les arrestations qui suivent constituent la phase des répercussions. Des documents saisis indiquent des financements extérieurs, des instructions transmises depuis l'étranger et des canaux de communication sécurisés. Cette matérialité transforme la nature du récit public. La tentative n'est plus perçue comme un épisode isolé ou une dérive interne, mais comme l'expression visible d'une stratégie transnationale visant à infléchir la trajectoire politique du pays. Dans l'armée, une onde de choc traverse les rangs. La loyauté devient un enjeu central, explicitement affirmé et vérifié. Pour la population, la révélation de ces mécanismes provoque un mélange de crainte et de resserrement collectif. Beaucoup comprennent que la crise ne se joue pas uniquement à l'intérieur des frontières nationales. Pour Ibrahim Traoré, cet épisode agit comme un accélérateur politique. Il se présente non comme une cible affaiblie, mais comme un pivot de résistance face à une pression extérieure coordonnée. L'avant et l'après sont désormais clairement distincts. Avant les enquêtes approfondies menées entre 2022 et 2024, la menace autour du pouvoir burkinabé était décrite comme diffuse et difficile à mesurer. Après leur consolidation, elle devient chiffrée, documentée et interprétable. Ce passage du qualitatif au quantifié constitue un tournant analytique majeur car il transforme des perceptions fragmentées en indicateurs exploitables pour la décision politique et sécuritaire. 3 mesures clés, exposées publiquement, permettent de comprendre l'ampleur réelle de la pression exercée et la nature de la réponse institutionnelle. D'abord, retenons que plus de 10 tentatives d'assassinat ont été recensées en moins de 2 ans. Cette fréquence exceptionnelle indique une pression continue et méthodique, incompatible avec l'idée d'initiative opportuniste ou isolée. Chaque tentative avortée ne représente pas un échec ponctuel, mais une itération supplémentaire dans une stratégie d'usure visant à tester les dispositifs de protection, à identifier des failles et à ajuster les méthodes. Le nombre lui-même devient un signal, il révèle une persistance rare, suggérant des capacités organisationnelles et logistiques durables du côté des réseaux impliqués.
Ensuite, un autre fait décisif concerne la saisie, en novembre 2024, d'une mallette contenant 5 milliards de francs CFA destinés à acheter la défection d'officiers stratégiques. Ce montant met en évidence l'échelle financière du projet subversif. Il ne peut être interprété comme un pot de vin ponctuel ou improvisé. Il renvoie à l'existence de circuits de financement capables de mobiliser rapidement des ressources massives, de les acheminer à travers des intermédiaires et de soutenir une pression prolongée. L'écart financier observé marque un seuil, l'ingérence ne se limite plus à l'influence politique ou narrative. Elle s'ancre dans une capacité économique lourde et structurée. Enfin, un troisième point important est que plus de 50 officiers ont été arrêtés pour implication directe ou coordination avec des réseaux extérieurs. Ce volume élevé révèle une infiltration profonde et patiemment construite au sein de l'institution militaire. Comparé aux premières alertes, où seuls quelques cas isolés étaient insuspectés, ce chiffre indique une progression quantitative nette. La menace ne touche plus des marges périphériques, mais des segments suffisamment nombreux pour créer un risque systémique. Le passage est ici organisationnel. On passe d'une fragilité ponctuelle à une vulnérabilité structurelle. Pris ensemble, ces trois chiffres dessinent une trajectoire claire. Le point de départ reposait sur des signaux faibles, interprétés comme des anomalies locales. Le point d'arrivée révèle une architecture transnationale combinant violence ciblée, incitation financière et relais internes. Cette évolution explique pourquoi la réponse de l'État s'est accélérée au cours de l'année 2024. Face à des volumes aussi élevés, l'inaction devient impossible et la centralisation décisionnelle apparaît comme une réponse pragmatique. L'analyse quantitative modifie également la lecture politique. Là où les pressions extérieures cherchaient à fragmenter l'autorité, les données exposées produisent un effet inverse. Elles légitiment un resserrement de la chaîne de commandement et renforcent la cohésion autour d'Ibrahim Traoré, en rendant visibles les coûts et les méthodes de l'ingérence. Les chiffres, loin d'être neutres, deviennent des instruments de narration stratégique et de dissuasion. Deux lectures concurrentes structurent le débat autour de la crise burkinabé, et chacune mérite d'être formulée dans sa version la plus solide avant d'être confrontée aux données disponibles. La première soutient que des actions discrètes d'influence extérieure seraient justifiées par un impératif de stabilité régionale. Selon cet argument, le Burkina Faso occupe une position charnière dans le Sahel, exposé aux groupes armés et au trafic transfrontalier. Un pouvoir perçu comme imprévisible accroîtrait, dans cette logique, les risques de débordement vers les pays voisins. Les pressions clandestines seraient alors présentées comme des mesures préventives visant à éviter un effondrement sécuritaire plus large. Le second argument affirme que la concentration du pouvoir entre les mains d'Ibrahim Traoré fragiliserait l'équilibre institutionnel. Cette lecture insiste sur le risque d'une centralisation excessive, susceptible de réduire la pluralité politique et de compliquer la coopération internationale. En s'éloignant d'alliances traditionnelles, le Burkina Faso perdrait des soutiens logistiques essentiels. La loyauté militaire serait dans ce cadre décrite comme instable, exposée aux moindres chocs internes ou externes. Ces deux raisonnements reposent sur une hypothèse commune, l'idée que la pression extérieure agirait comme un facteur de stabilisation indirecte. Or, les faits documentés contredisent cette prémisse. Plus de 10 tentatives d'assassinat recensées en moins de 2 ans ne relèvent pas d'une logique préventive, mais d'une volonté répétée de renversement. La saisie de 5 milliards de francs CFA destinés à acheter des défections militaires révèle une stratégie proactive, financièrement lourde, incompatible avec une simple gestion du risque. Ces éléments indiquent une intention de rupture, non de correction marginale. De plus, l'arrestation de plus de 50 officiers impliqués dans des réseaux transfrontaliers montre que la pression extérieure n'a pas contenu l'instabilité, elle l'a produite. Loin de prévenir une fragmentation interne, ces actions ont accru le risque systémique. La réponse observée va à l'inverse des prédictions initiales. L'exposition publique des complots a resserré la chaîne de commandement et renforcé la cohésion institutionnelle. Ainsi,
La résistance du pouvoir burkinabé apparaît moins comme un facteur d'instabilité que comme la variable ayant empêché une désintégration rapide de l'État. Les données suggèrent que l'ingérence et non l'autonomie décisionnelle constituait le principal moteur de désordre. La pression, loin de stabiliser, a produit l'effet inverse. Ce renversement marque un point médian décisif dans la lecture de la crise burkinabé. Jusqu'ici, chaque tentative de déstabilisation était interprétée comme un risque cumulatif, susceptible d'éroder progressivement l'autorité de l'État. Or, les événements observés en 2024 montrent une dynamique opposée. L'exposition répétée des réseaux clandestins transforme la pression extérieure en facteur de clarification interne. Ce qui devait fragmenter révèle au contraire les lignes de loyauté et les zones de vulnérabilité. Pour Ibrahim Traoré, cette inversion modifie profondément le rapport de force. La menace ne disparaît pas, mais elle devient plus visible, plus coûteuse et plus prévisible pour ceux qui l'exercent. Les circuits financiers sont identifiés, les relais internes neutralisés et les narratifs extérieurs perdent en crédibilité à mesure que les preuves s'accumulent. La crise sort de la zone grise, elle devient un terrain balisé, où chaque action hostile laisse des traces exploitables. Ce basculement révèle aussi un déplacement stratégique. L'État ne se contente plus de réagir. Il intègre la pression dans sa doctrine de sécurité et de gouvernance, l'utilise pour renforcer ses mécanismes de contrôle et consolider son noyau institutionnel. Chaque tentative avortée alimente une pédagogie politique interne, montrant où se situent les failles et comment les refermer sans improvisation. L'élément souvent sous-estimé reste le facteur temps. Une pression prolongée, censée épuiser, finit par souder lorsqu'elle est rendue visible et mesurable. Ce retournement discret prépare les effets concrets observables sur l'appareil d'État, l'armée, l'économie et la région dans son ensemble. Les effets de la crise ne se limitent de plus au cercle du pouvoir. À mesure que les tentatives de déstabilisation sont exposées, puis neutralisées, leurs répercussions deviennent tangibles pour plusieurs groupes clés. Pour l'État, la conséquence la plus immédiate est organisationnelle. Les arrestations successives et la mise au jour de réseaux transnationaux imposent une recomposition interne rapide. Les postes sensibles sont redistribués, les circuits décisionnels raccourcis et les flux d'informations davantage centralisés. Cette dynamique accroît la capacité de réaction et réduit les angles morts, tout en renforçant la concentration du pouvoir autour du noyau loyaliste d'Ibrahim Traoré. À court terme, l'appareil étatique gagne en cohérence. À moyen terme, la gestion de la durée devient un enjeu central. Pour l'armée, l'impact est à la fois psychologique et structurel. La révélation de l'ampleur des infiltrations crée un choc interne durable. La loyauté, auparavant implicite, devient un critère explicitement évalué. Les rotations de postes, les contrôles renforcés et la surveillance accrue modifient le quotidien des unités. Cette pression interne génère des tensions, mais elle produit aussi un effet de resserrement. L'institution se referme autour d'un noyau jugé fiable, réduisant sa perméabilité aux influences extérieures et clarifiant les lignes de commandement. Sur le plan économique, les effets apparaissent ambivalents. À court terme, l'exposition de complots financés par des flux clandestins accroît la prudence des investisseurs, notamment dans les secteurs extractifs stratégiques. L'incertitude politique freine certaines initiatives et retarde des décisions d'engagement. En parallèle, un mouvement de recentrage s'opère. Les entreprises nationales réévaluent leurs partenariats, renforcent leurs mécanismes de conformité et s'éloignent des réseaux opaques. Cette recomposition contrainte, bien que coûteuse, contribue à assainir certains circuits économiques internes et à réduire la dépendance à des intermédiaires contestés. La société burkinabé, quant à elle, réagit par une vigilance accrue. La compréhension que la menace est largement extérieure renforce un sentiment de cohésion nationale. Des initiatives locales émergent pour signaler des comportements suspects et protéger des infrastructures essentielles. Cette mobilisation n'est ni homogène ni permanente, mais elle traduit une internalisation du risque. La stabilité n'est plus perçue comme abstraite. Elle devient un enjeu quotidien, discuté et observé à l'échelle locale.
Au niveau régional enfin, le cas burkinabé acquiert une portée exemplaire. Les États voisins, confrontés à des pressions similaires, observent attentivement cette trajectoire. L'échec répété des tentatives de renversement montre qu'une résistance institutionnelle coordonnée peut inverser le rapport de force. La position d'Ibrahim Traoré gagne ainsi une dimension symbolique, non comme modèle unique, mais comme preuve qu'une exposition méthodique des ingérences peut produire un effet dissuasif au-delà des frontières nationales. À partir des dynamiques observées, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne constituent ni des prédictions, ni des promesses, mais des cadres conditionnels fondés sur des tendances déjà visibles. Le premier scénario, dit de base, correspond à une stabilisation sous tension. Si les dispositifs sécuritaires et organisationnels actuels sont maintenus avec constance, l'appareil d'État pourrait conserver une cohésion suffisante pour contenir les pressions extérieures. La centralisation de l'information réduit les angles morts et améliore la réactivité, mais elle exige une vigilance permanente pour éviter l'usure institutionnelle. Dans ce cadre, la stabilité reste réelle, mais fragile et coûteuse. Le deuxième scénario, plus favorable, repose sur une consolidation interne accompagnée d'un effet d'entraînement régional. Si la neutralisation des réseaux transnationaux se poursuit et si des coopérations pratiques se renforcent à terme avec des États confrontés à des pressions similaires, un seuil qualitatif pourrait être franchi. La pression extérieure deviendrait plus coûteuse, moins efficace et progressivement dissuadée. Dans cette hypothèse, l'expérience accumulée autour d'Ibrahim Traoré se transformerait en levier diplomatique, non par imitation idéologique, mais par démonstration de méthode. Ce scénario suppose toutefois un équilibre délicat, renforcer la cohésion sans rigidifier excessivement les mécanismes internes de régulation. Le troisième scénario, défavorable, envisage une recomposition de la pression. Si les acteurs adverses s'adaptent plus vite que les contre-mesures, les tentatives directes pourraient laisser place à des stratégies plus diffuses. Campagne narrative, pression économique ciblée ou exploitation de tensions sociales remplaceraient les actions frontales. Dans ce cas, la centralisation actuelle deviendrait un point de vulnérabilité. Le risque ne serait pas un effondrement brutal, mais une érosion progressive de la confiance, de la légitimité et de la capacité d'anticipation. Dans ces 3 trajectoires, un facteur transversal domine, le temps. Si les réponses sont ajustées en continu, la pression tend à perdre en rendement. Si elle se fige, les vulnérabilités réapparaissent. La question clé n'est donc pas idéologique, mais méthodologique. Observer, mesurer, corriger. À vos yeux, quelle capacité d'ajustement pèsera le plus dans les mois à venir ? Au-delà des calculs géopolitiques et des chiffres issus des enquêtes, la crise burkinabé touche aussi ceux qui l'observent à distance. Elle offre une leçon de méthode utile pour lire d'autres situations contemporaines, souvent présentées de manière simplifiée. Elle montre que l'ingérence ne se manifeste pas toujours par des interventions visibles, mais fréquemment par des actions graduelles, financières et narratives, dont les effets ne deviennent perceptibles qu'avec le temps. Apprendre à repérer ces signaux faibles constitue un outil d'analyse durable. Pour les lecteurs intéressés par les relations internationales, cette séquence rappelle l'importance de comparer les discours aux données. La stabilité proclamée peut masquer des tensions profondes, tandis que des crises exposées révèlent parfois des capacités de résistance inattendues. Le cas du Burkina Faso invite ainsi à dépasser les réactions immédiates pour examiner les enchaînements, les volumes engagés et les ajustements institutionnels plutôt que de se focaliser sur un épisode isolé. Pour les acteurs économiques, analystes ou décideurs, l'épisode burkinabé souligne que les environnements dits à risque ne sont pas figés. Les pressions extérieures, lorsqu'elles sont mises au jour, peuvent donc déclencher des recompositions internes qui modifient les règles du jeu. Distinguer instabilité chronique et transformation institutionnelle devient alors essentiel pour évaluer des trajectoires à moyen terme sans confondre prudence et retrait systématique. Enfin, pour un public plus large, cette crise interroge la notion même de souveraineté. Elle montre que celle-ci ne se réduit pas à des déclarations politiques, mais se construit dans la capacité d'un État et d'une société à identifier, absorber et transformer les chocs.
La trajectoire observée autour d'Ibrahim Traoré illustre comment une lecture critique des récits, associée à des données vérifiables, permet de mieux comprendre des dynamiques complexes et souvent dissimulées. Face aux pressions extérieures mises en évidence, une sortie durable de crise repose moins sur un geste spectaculaire que sur une séquence d'actions cohérentes, mesurables et maintenues dans le temps. Les données déjà exposées imposent une logique de méthode. Pour Ibrahim Traoré et son entourage institutionnel, l'enjeu consiste à transformer une réponse principalement sécuritaire en architecture de stabilité, capable de durer sans se figer. D'abord, la rotation contrôlée des postes sensibles. En limitant l'occupation prolongée des fonctions stratégiques, l'État réduit les points d'ancrage potentiels des réseaux extérieurs. Cette rotation doit être associée à des audits réguliers, ciblant les flux logistiques et informationnels, afin de détecter rapidement toute anomalie mesurable. Ensuite, la traçabilité financière renforcée. La mise au jour de financements clandestins souligne l'importance de mécanismes capables d'identifier des flux atypiques. L'objectif n'est pas une surveillance généralisée, mais la définition de seuils d'alerte clairs, déclenchés par des écarts observables. Cette transparence ciblée augmente le coût opérationnel des tentatives d'ingérence. Puis, l'ancrage régional. En coordonnant certaines pratiques de sécurité et de renseignement avec des États voisins, confrontés à des pressions comparables, le Burkina Faso dilue l'efficacité des réseaux transnationaux. Cette coopération repose sur des intérêts partagés de résilience institutionnelle, plutôt que sur des alignements idéologiques rigides. De plus, la société civile. Des mécanismes encadrés de signalement permettent de capter des informations que les structures formelles perçoivent moins vite. Cette participation renforce la légitimité de l'action publique. Enfin, l'ensemble de ces mesures doit être soumis à une évaluation continue. Ajustée à partir des résultats observés devient la condition centrale de la durabilité. Lorsque l'on revient aux premiers signaux apparus au début de la crise, un détail discret prend aujourd'hui une valeur particulière. Ce sont ces approches silencieuses, ces propositions murmurées et ces tentatives presque invisibles qui cherchaient à fissurer la cohésion de l'État sans provoquer de rupture immédiate. À l'époque, elles pouvaient sembler anecdotiques, noyées dans un contexte régional déjà instable. Avec le recul, elles apparaissent comme les prémices d'une stratégie beaucoup plus vaste et patiente. Le fil qui relie ces épisodes, des premiers refus individuels au réseau progressivement démantelé, dessine une trajectoire de résistance cumulative. Rien ne s'est joué en un jour, ni dans un seul événement. La réponse ne s'est pas construite autour d'un acte spectaculaire, mais par une accumulation de décisions, parfois discrètes, parfois coûteuses, qui ont peu à peu refermé les brèches. Chaque alerte prise au sérieux, chaque loyauté assumée, a contribué à transformer une vulnérabilité diffuse en ligne de défense structurée. Dans ce récit, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une figure isolée ou hors sol, mais comme un point de convergence. Autour de lui se cristallisent des arbitrages, des priorités et une volonté de ne pas céder à l'usure. La pression extérieure, pensée pour fragmenter, a finalement servi de révélateur. Elle a montré où se situaient les fragilités, mais aussi où se trouvaient les ressources institutionnelles et humaines. Le motif initial se renverse alors en message central. La souveraineté ne se proclame pas, elle se construit pas à pas. Au terme de ce parcours, une idée s'impose sans emphase. Les crises contemporaines ne sont jamais confinées à un seul territoire ni à un seul moment. Elles révèlent qu'un des mécanismes qui traversent frontières, institutions et récits, souvent de manière discrète. Le cas burkinabé montre comment des pressions extérieures, parfois présentées comme techniques ou nécessaires, peuvent produire des effets inattendus lorsqu'elles rencontrent des structures capables de les absorber, de les mesurer et de les exposer publiquement. S'intéresser à ces dynamiques ne signifie pas prendre parti, mais affiner son regard. Cela suppose de comparer les chiffres au discours, d'observer les séquences plutôt que les épisodes isolés, et de rester attentif aux détails relégués en marge. Dans un environnement informationnel saturé, cette posture critique devient une compétence essentielle pour comprendre ce qui se joue réellement derrière les narratifs dominants. Prolonger la réflexion peut passer par des gestes simples, confronter plusieurs sources, privilégier les analyses issues des régions concernées, ou échanger avec d'autres lecteurs sur les enseignements à tirer. Chaque discussion
contribue à déplacer le débat, de la réaction immédiate vers une compréhension plus durable et plus nuancée. Face à des pressions de plus en plus sophistiquées, quelles formes de résilience institutionnelle vous semblent aujourd'hui les plus décisives pour les États contemporains ?